Alors vous avez trouvé? Déjà une, ouais. Magnifique. Et puis du coup, C'est bien. on va direct tenter une deuxième partie. Mais super. Alors est-ce que vous voulez prendre avec les vélos ou bien vous voulez à pied? Bah, mon fils a un trottinette et puis moi je suis à pied Ah avec oui, c'est lui, vrai, j'avoue que... voilà. Bon, quoi que vous pouvez presque les mettre dans le panier, hein, ils sont si petits. Non, non, bah, ils sont habitués à marcher. Hein, donc D'accord. 15 km de marche à pied tous les jours, donc ils Bah, sont trop bien. habitués. Alors, les crevettes. En 2015, l'Organisation des Nations Unies édictait 17 objectifs à atteindre pour un développement dit durable. 17 objectifs pour transformer notre monde. Ils constituent les conditions à remplir pour un avenir durable pour tous. Ils répondent aux défis auxquels nous sommes mondialement confrontés, comme ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, à la dégradation de l'environnement, à la paix ou encore à la justice. Ces objectifs sont interconnectés, et pour ne laisser personne de côté, l'ONU estime qu'il est important d'atteindre chacun d'entre eux d'ici à 2030. Alors, pour y arriver, que faire ? Bonjour. Comment s'y Est-ce prendre ? que vous aimeriez participer à un rallye sur le thème de la mobilité douce? Et puis, on en est où ? En Suisse, l'un des pays les plus riches au monde de ces 17 objectifs. En Suisse, que d'aller en voiture jusqu'à la vue des Alpes ou d'aller en voiture jusqu'au Tessin. Qu'est-ce qui est fait ou reste encore à faire ? C'est les questions qu'on a voulu se poser avec ce film. Et vous verrez qu'il reste du boulot. Ce qu'on a découvert par contre, c'est que le canton de Neuchâtel foisonne de héros ordinaires, qui œuvrent au quotidien, à leur manière, à faire avancer les choses. Plus que les objectifs eux-mêmes, avec ce documentaire, c'est eux qu'on a voulu vous présenter. Accrochez-vous, on vous emmène en balade pour vous inspirer, à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour que Neuchâtel soit à la hauteur. Notre promenade commence à Latcho avec l'infatigable Émilie et l'association UP qui s'attaque à l'objectif Ville et Communauté Durable. Et puis ça va vous donner un mot. Et puis si vous réussissez, vous arriverez à ouvrir le cadenas qui est juste là. Regarde. Là-bas dedans, il y a des prix pour gagner des petites choses. Up, parce que c'est se lever, c'est se mettre en mouvement, c'est s'impliquer pour la planète. Et puis debout, on se réveille. Ce qui m'a motivée à rejoindre le Up à La Chaux-de-Fonds, c'était déjà qu'il y ait une association environnementale qui s'engage pour préserver la planète, qui soit à La Chaux-de-Fonds, donc ma ville que j'adore et dans laquelle j'ai envie de voir les choses bouger. Et puis, en plus de ça, ça me permettait d'avoir le côté humain, d'arriver à avoir vraiment un impact sur les gens, puis de voir bouger les choses concrètement. Et concrètement, ce que UP met en avant, c'est le concept de sobriété heureuse, au travers de l'éco-suffisance. Définition. Alors, la sobriété heureuse, c'est consommer moins mais mieux. C'est apprécier les petits bonheurs simples. Du coup, on prend les 4 D de l'éco-suffisance qui sont décélérer, décentraliser, décommercialiser et désencombrer. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme trésor là-dedans? Waouh! Le concept de nos événements, c'est d'avoir toujours une partie qui est divertissante, mais qui permet d'implanter après dans le quotidien des gens une vraie action pour un quotidien plus durable. Donc c'est vraiment de l'apprentissage par le fait de le faire. Merci. Merci, madame. Mais de rien! On organise des événements tous les 2 mois à peu près, qui doivent toujours être sur le thème de la sobriété heureuse, mais qui peuvent aller de l'habitat au gaspillage alimentaire, au zéro déchet. Par exemple, on a organisé un troc de vêtements aussi bien en été qu'en hiver, pour sensibiliser un peu au gaspillage des ressources en tissu, en coton, et puis à l'industrie du textile, qui est quand même une des industries les plus polluantes au monde. Ce qui me fait vibrer, c'est de voir ce monde prendre des tournants un peu intéressants, puis de voir ça comme un défi à relever. C'est un combat qui doit être fait main dans la main, tous ensemble, et puis qu'il y a la part des citoyens, mais aussi la part de la ville, et puis aussi bien des entreprises, que c'est quelque chose qui doit être fait globalement, et c'est comme ça que ça va vraiment faire bouger les choses. Faire bouger les choses en commençant par La Chaux-de-Fonds. Parce que derrière l'enthousiasme engagé d'Émilie, il y a l'amour de sa ville, moteur de son envie de la pousser vers le haut. C'est bien pour la planète.
Ah oui, por favor, el smoke, el smoke. Et le smog, voilà. Pachamama, 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 por favor. Le côté délicieux du chaux-de-fonnier, c'est son ouverture, Ah, voilà. c'est sa joie de vivre et puis le fait que je pense qu'il a envie de partager et d'avoir une communauté qui vibre tous ensemble pour la même cause. Et du coup, je pense que le chaux-de-fonnier, s'il est animé par quelque chose, il se lance dedans et puis il embarque avec lui tous ceux qui l'entourent. Parmi les gens qui entourent Émilie, il y a Florian, qui lui aussi est animé par plein de choses. Florian, c'est un peu le super bénévole dont toutes les associations rêvent. Pas assez de doigts sur une main pour compter celles dans lesquelles il est engagé. J'ai vraiment trouvé cette vérité-là, que c'est en étant bénévole que je pouvais donner au monde quelque chose de vrai. Et se rapprocher du don, à mon avis, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous aider et puis beaucoup nous apporter, en fait. On poursuit donc notre tour des initiatives neuchâteloises à 2 pas de la gare, au siège de l'association Partage, à laquelle Florian donne régulièrement de son temps et qui lui tient tout particulièrement à cœur. Partage, ça a différents buts, dont la distribution d'un vendu alimentaire, mais également l'équité. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit une quantité de nourriture donnée, et c'est chaque semaine différent. Et à partir de là, on doit distribuer à un nombre de personnes qui est variable aussi, c'est-à-dire que ça peut être un nombre entre 50 et 100 personnes. Et on doit se poser la question de comment faire pour que ce soit équitable et qu'on donne plus ou moins la même chose à chacun. Et là, c'est waouh. Mais c'est intéressant comme challenge. Le 43, je crois qu'il y est 52. On dirait un peu un jeu. Mais en fait, on est plus proche du casse-tête. Jusqu'à 70, il y a 30 autres. Comment faire pour être équitable dans le partage lorsque l'équation est composée d'autant d'inconnus ? Eh bien, en laissant le hasard décider. Tout le monde arrivera à la même heure et chacun tirera un numéro qui définira son ordre de passage pour la distribution. Mohamed, tu peux juste m'aider là, s'il te plaît ? Faut juste que je réussisse à mettre. Aujourd'hui, c'est une 70aine de personnes qui viendront au rendez-vous. Mais les bénéficiaires inscrits sont bien plus nombreux. 2300 personnes à peu près reçoivent donc du soutien de partage via un système de cartes. En fait, on distribue une carte qui est au prix symbolique de 5 francs. Et la personne prend une carte et cette carte te permet d'avoir accès à 10 distributions. La règle également, c'est que tu ne viennes pas plus d'une fois par semaine. Ouais, mais on va vous donner un numéro. C'est le 43. Ah, donne-lui un bon numéro, s'il te plaît. Ouh, 66. Ah, désolé. Ah, je peux pas, tu sais bien compter. Hein, Beaucoup de personnes m'ont déjà dit que ça leur faisait du bien de venir à Partage. Puis juste ce contact, bon, moi je leur dis que je les aime, ça c'est mon truc, parce que moi j'aime tout le monde, j'aime les gens, j'aime la vie. C'est aussi cette notion de partage et d'aller au-delà de cette notion de propriété privée qui pour moi aussi crée des divisions entre les gens. Si on partage, en fait, tout va mieux à mon avis. Tout irait mieux. Et en fait, c'est vrai qu'on a créé des systèmes où en fait, on se lève le matin pour produire des objets, pour faire grandir le PIB, faire que l'économie se porte bien, qu'on ait toujours plus d'argent. Alors qu'on est déjà le pays le plus riche du monde, mais encore plus, il faut toujours croître. Et en pensant que c'est ça qui va nous rendre heureux et faire du bien à je ne sais pas qui. L'essentiel, c'est juste la relation et le lien que ce soit entre êtres humains, entre animaux et êtres humains, la relation au monde en fait. Et retrouver ça, c'est retrouver l'essentiel. Pourtant, l'économie demeure au centre du fonctionnement actuel de notre société. Travailler pour vivre, gagner plus pour vivre mieux, avec souvent l'impression que c'est à prendre ou à laisser.
fonctionner avec le système ou le quitter radicalement. Alors que faire ? Comment concilier la préservation de l'environnement, l'épanouissement personnel et celui de l'économie ? Eh bien, on a peut-être trouvé une piste du côté de Neuchâtel. Ecodev est une entreprise de développement web verte. Tous ceux qui y travaillent s'y rendent en mobilité douce, lorsqu'ils ne télétravaillent pas. Les ordinateurs y tournent à l'énergie solaire. Les projets y sont choisis selon les convictions communes d'une équipe engagée. Marc est le fondateur de la structure. Hello Sam. Il nous explique comment, en plaçant les curseurs ailleurs, en envisageant le travail, l'entreprise autrement, on pourrait viser le développement économique, la durabilité et même l'épanouissement de soi. On essaye d'être à l'écoute de nos propres rythmes. Il y a des gens, par exemple dans l'équipe, Samuel, c'est quelqu'un qui est plutôt du soir, de l'après-midi et du soir. Il a cette liberté de décaler sa journée vers le haut. On est dans un domaine qui permet cette flexibilité-là, donc on est conscient que c'est évidemment pas possible dans tous les domaines, mais là on a cette possibilité, on se donne cette possibilité. L'autre petite révolution, c'est le fait que les salaires s'adaptent à la vie de chacun et au moment. On ne gagne donc pas forcément moins à 30 ans qu'à 60, et pas la même chose lorsqu'on décide de télétravailler 6 mois depuis la Patagonie que si l'on reste en Suisse. Il n'y a pas de barème prédéfini. La rémunération est évolutive et fixée au bon sens collectif. Les besoins sur le plan financier des uns et des autres ne sont pas forcément toujours tous les mêmes. Puis là, on essaye d'être dans une dynamique où, plutôt que d'être sur des salaires fixes, d'être sur quelque chose où on est aux besoins des gens. Quand on se sent vraiment pris comme dans un filet soutenu au sein d'une structure, on est capable et on est prêt à demander moins parce qu'on sait que le jour où on aura des besoins qui seront peut-être plus élevés, cette structure sera capable de nous les donner. Ça paraît un peu fou, mais si on arrête d'opposer le fait de vivre et celui de travailler, une multitude de portes s'ouvrent d'un coup. Parce qu'en mettant plus de soi dans l'entreprise, on s'offre la possibilité de l'amener vers l'idéal qu'on s'en fait. Ainsi, chez Ecodev, il n'y a pas d'employé. Chaque membre de l'équipe s'est vu proposer de devenir associé, et personne n'a refusé. En fait, c'est pas juste anecdotique, c'est vraiment un truc fondamental. J'ai envie d'être avec des gens, des vis-à-vis, des gens qui sont des gens avec lesquels on peut prendre ensemble des décisions et où il n'y a pas de rapport de pouvoir, en fait. Si on arrivait à plus large échelle créer des structures où les gens se sentent pas juste entendus, mais impliqués et que leur présence fait une différence, les gens s'investissent très différemment. Donc là, toute la dynamique, que ce soit d'une entreprise comme la nôtre, mais finalement d'une société en général, serait différente. Je pense que ça vaudrait la peine de mettre en place dans le système de sorting la possibilité de trier par un champ de relation comme de balance. Ça simplifierait beaucoup la vie. Imaginons une économie qui est surtout basée sur l'échange de connaissances et de compétences. Il n'y a pas de limite à l'échange de compétences en tant que tel, et ça peut générer une économie qui est croissante, mais qui n'est pas en fait en porte-à-faux avec les limites physiques en fait de la planète. Ce qui nous plombe actuellement, c'est pas qu'il manque des solutions technologiques, c'est un manque d'imaginaire. On a de la peine à sortir du cadre, à oser imaginer d'autres modes de vivre, de travailler, de consommer, de se divertir. C'est ce what if. C'est oser imaginer des solutions différentes qui sont porteuses d'avenir. Il y a dans une Suisse durable un secteur indispensable qui paradoxalement est en lutte constante pour sa survie et se trouve en état de révolution quasi permanente. C'est celui de l'agriculture. Entre les pressions des lobbies, le changement des modes de consommation, la nécessité d'investir perpétuellement pour s'adapter à des règles sans cesse remises en question, pas facile de tenir la barre.
Alors il faut parfois un coup de pouce pour oser imaginer et surtout se lancer dans la mise en œuvre de solutions différentes. C'est justement le créneau de Nicolas et de Yes We Farm. Yes We Farm, c'est une plateforme de financement participatif qui permet aux agriculteurs, aux producteurs et à des personnes qui ont des projets en lien avec l'agriculture et l'alimentation en Suisse de faire financer leurs projets via un financement participatif, donc du crowdfunding. On a eu plusieurs projets pour des agriculteurs qui font de la vente directe, par exemple, où ils ont besoin de développer un peu leur infrastructure, d'avoir une cabane à l'extérieur avec des frigos, etc. Donc il y a eu ce type de projet-là. On a eu un projet pour un vigneron bio, par exemple, qui avait besoin de refaire des travaux dans sa cave. On a eu un projet pour une distillerie, on a eu un projet pour des jardins partagés à Prangin. On aime bien ces projets-là, c'est justement des projets qui permettent à la population de pouvoir consommer certains produits localement ou peut-être voilà, d'améliorer cette accessibilité justement à des produits locaux à un plus grand nombre. Il faut vraiment prendre conscience du travail qui est fourni par les producteurs de nos jours pour pouvoir justement nourrir la population. Ça reste quand même voilà, un métier très important. Alors ici, on se trouve à la Combouderie, sur la commune de La Sagne, dans la ferme de mes parents. Ça a clairement donné de la crédibilité à la plateforme, dans le sens où c'est pas le citadin qui a voulu essayer d'aider les agriculteurs. Enfin, c'est plutôt justement le fils d'agriculteur qui se rend compte de la situation et qui arrive à faire quelque chose. Et pour moi, c'était aussi peut-être plus facile d'approcher d'autres agriculteurs parce que je connais ce milieu-là. Et ça a été aussi peut-être plus accepté par certains agriculteurs de me recevoir chez eux pour leur expliquer comment je pouvais leur ramener de l'argent, plutôt que si c'était une personne qui n'avait aucune idée de leur domaine et qui arrivait chez eux et qui voulait leur présenter aussi une solution. Donc ça, c'est un projet pour un jeune valaisan qui veut produire du cidre valaisan et artisanal en fait de façon écologique. Donc il a besoin de 30 000 francs et il reste 18 jours pour qu'ils puissent financer leur projet et il y a déjà 99 personnes qui ont contribué à ce projet. L'idée avec Yes We Farm, c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas besoin de beaucoup si on est beaucoup. Donc c'est vrai que pour beaucoup de projets, il y a peut-être des centaines de contributeurs. Voilà, ils ne mettent pas forcément beaucoup, mais ils sont beaucoup. Donc ça fait la différence. C'est ça qui me motive, voilà, c'est vraiment pouvoir aider un maximum de gens à réaliser leurs projets. Ça, c'est ma plus grande motivation, je pense. Et puis après, le fait aussi de développer Yes We Farm un maximum, d'être parti entre guillemets de rien et puis de voir jusqu'où on peut aller, c'est aussi quelque chose qui me motive beaucoup. Ouais. Développer des projets, trouver sa voie pour vivre la vie que l'on souhaite, demande avant tout de se faire confiance. Mais parfois aussi de se sentir autorisé à imaginer l'avenir sans barrière. Épinards, brocoli. À sa manière, c'est à cela qu'Églantine contribue aussi avec l'association SEM, qui promeut l'égalité homme-femme dans toutes les sphères de la société. Et est-ce qu'il y a eu une fois, est-ce que vous remarquez qu'une fois il y a que des filles que des garçons? C'est un autre des 17 objectifs pour le développement durable, l'égalité entre les genres. Et pour ne citer que le droit de vote pour les femmes parmi les plus tardifs d'Europe, les inégalités salariales persistantes et la quasi-absence de congé paternité jusqu'à il y a peu, on peut dire que la Suisse a encore du travail sur le sujet. Alors Églantine déconstruit, brique après brique, les clichés et les idées reçues. Et puis alors vous aviez plutôt les métiers, ouais. Les chantiers, ouais. Ministre, économiste et chirurgien. Ok, donc vous avez mis tous ces métiers-là du côté garçon puis du côté fille. Secrétaire, styliste. Styliste, ouais.
Repassage aussi. Repassage. L'idée, c'est simplement de se dire que si les jeunes partent avec une perception plus équilibrée de leur rôle et ont les deux envie et d'avoir un emploi intéressant, suffisamment rémunérateur pour être autonome, épanouissant pour soi, et puis en même temps d'avoir aussi l'envie de s'investir dans leur sphère privée, d'avoir une vie plus équilibrée, on donne plus de chances aux filles comme aux garçons d'être indépendants financièrement et d'avoir un équilibre de vie. En fait, l'égalité, beaucoup de gens ont peur que ce soit que tout le monde devienne pareil, mais au contraire, c'est permettre la diversité des individus, puisqu'on ne les enferme plus dans des boîtes en disant toi tu peux faire uniquement ça ou ça parce que tu es une fille ou parce que tu es un garçon, mais là au contraire, quel que soit tes goûts, ta personnalité, tu peux tout faire. C'est ouvrir les horizons. Donc l'égalité en fait c'est la liberté. Logiquement, d'une certaine manière, vous aviez mis les pleurs, la sensibilité plutôt du côté des filles, la vivacité, ok, et puis la générosité. Elles sont plus gentilles. Elles sont quand même plus gentilles. Notre but vraiment avec l'association, c'est d'agir en prévention d'un certain nombre de maux sociaux, notamment la violence, mais aussi la précarité, et puis le mal-être, parce que quand on ne correspond pas aux normes de genre, quand on ne s'épanouit pas dans ce qu'il faudrait pour être soi-disant une vraie fille ou un vrai garçon, c'est extrêmement douloureux pour les enfants et pour les adolescents. Et j'insiste sur le fait que c'est aussi particulièrement douloureux pour les petits garçons, par exemple. Puisque comme on est dans un système qui hiérarchise encore le masculin et le féminin, quand on est une fille et qu'on ne correspond pas aux normes de genre féminin, on s'élève d'une certaine manière dans cette hiérarchie, alors qu'un garçon qui ne correspond pas au code de la masculinité, lui, il se déclasse. Est-ce que, pour les garçons, en général, depuis qu'on est tout petit, on vous dit facilement que c'est ok d'être triste, que c'est ok de pleurer, de venir faire des câlins, de vous laisser aller un peu quand vous sentez des émotions tristes? C'est une question, hein. Tout dépend en fait de l'autorité des parents, par exemple. Ouais, mais est-ce que tu crois que les parents ils vont par exemple se comporter exactement de la même manière s'ils ont une fille et un garçon? Est-ce qu'ils vont leur offrir les mêmes jouets? Ils pourraient offrir les mêmes jouets. Parce que moi, par exemple, j'aime bien les jouets de filles puis les jouets de garçons. L'énergie, l'envie, la petite flamme, je crois que c'est le fait de voir l'impact de ce qu'on fait. En fait, c'est vraiment ça. Je pense à une structure d'accueil parascolaire qui nous a dit, après les ateliers qu'on a fait ensemble, on a repeint la dinette en rouge, puis on a mélangé tous les jouets parce que la dinette, elle était rose, puis elle était à côté des poupées, puis du coup, il n'y avait aucun garçon qui jouait à la dinette. Puis du coup, on a décidé tout simplement de la repeindre en rouge, puis de la mettre à côté du garage, et puis de mélanger tout. Et depuis, il y a plein de garçons qui jouent à la dinette. Alors, ça paraît rien, mais de nouveau, jouer à la dinette, c'est préparer un repas, servir les autres. Enfin, c'est des choses qu'on stimule peu dans les jouets, soi-disant, pour garçons. Et puis, c'est aussi montrer que les normes, elles sont complètement... elles dépendent de choses tellement anodines, comme la couleur et l'aménagement de l'espace, qu'on peut vraiment travailler dessus. C'est comme si on retirait un peu des couches de conditionnement, puis ça prend du temps. S'il reste beaucoup à faire, il faut tout de même reconnaître aussi qu'en Suisse, on est privilégié. Une éducation de qualité, par exemple, semble être à la portée de chaque enfant. Et vous vous rappelez de ça? Le plantain, c'est la... Exactement, ça peut... Il y a aussi un peu de thym, bravo. Ça n'empêche évidemment pas de vouloir faire plus, mieux, plus adapté. Alors, on va aller dire bonjour à notre arbre. Il va bien depuis lundi. Et il dit qu'il est bien le petit maquillage. Il est super content de savoir qu'il y a des enfants qui viennent même un jour où il pleut. Parce qu'il dit que la forêt, elle est très belle quand il fait beau, mais que quand il pleut, il y a aussi des secrets qui se révèlent. Il a aussi dit que c'est sa première fois qu'il passe à la télé.
Pour moi, c'était impensable de parler science avec des élèves sans être dans le concret, sans toucher la terre, sans regarder les insectes, sans faire des expériences. Parce que, voilà, pour moi, la nature, l'environnement, c'est concret et ça ne se passe pas forcément dans une classe. Alors, je vais vous donner la mission maintenant d'aller chercher 3 éléments naturels qui ont une symétrie sans le miroir. Quand je sors en forêt, c'est vrai qu'on peut tout faire. On peut travailler des notions mathématiques, on peut travailler du français. Quand on leur demande d'aller chercher dans les branches d'arbres ou dans la nature les lettres de l'alphabet, ou qu'on leur demande de calculer avec des cailloux, ou de ramener tant d'objets, puis après d'en ramener un peu moins, ça a tout son sens. Si on la regarde comme ça, on peut se dire effectivement, il y a 3 feuilles d'un côté, 4 de l'autre, c'est asymétrique. Suivant comment on positionne le miroir, on arrive à avoir quelque chose de symétrique. Super. Puis effectivement, alors là, on est vraiment dans de l'asymétrie. On voit même une lettre là, W. J'ai toujours mon sac rempli de matériel, des activités qui sont prêtes, mais c'est vrai que je reconnais que si j'arrive en forêt et que des élèves partent sur un insecte, une pive rongée ou autre chose, eh ben, je me détache de ce que j'avais préparé et j'exploite vraiment ce que la nature nous amène quand on y va. Ça dira pas longtemps. Il a dit non. Il a dit, j'aimerais même le garder. Et puis ici au Geneviève-sur-Coffrane avec ma collègue, on a balancé tous ces principes de frontal et puis on est dans une classe flexible avec des élèves qui peuvent se positionner où ils veulent, utiliser du matériel comme des coussins de proprioception, des choses instables, un vélo, des coussins, être couché par terre et puis pouvoir apprendre quand même de manière harmonieuse. On a quand même une belle liberté dans nos classes. Ici, le petit plus qui fait toute la différence, c'est que Laetitia n'a eu aucun mal à initier le changement, puisqu'il s'est opéré avec le soutien de sa hiérarchie. On a vraiment senti qu'elle avait confiance, qu'elle avait envie de nous soutenir dans nos idées de changer et de travailler différemment. Et elle a aussi trouvé des moyens pour débloquer des petits crédits pour qu'on puisse justement réaménager notre classe. Parce que c'est vrai, on peut se bouger individuellement et déjà faire de grandes choses. Mais lorsque le changement est institutionnel, l'impact est d'autant plus grand. C'est ainsi que le rapport à la nature se rééquilibre petit à petit, que nos enfants se retrouvent en forêt avec Laetitia et nos aînés au jardin avec Coraline. Le projet il est né du fait que à l'hôpital, accolé au service, il y avait un super espace vert. Donc, avec différents collègues, on a décidé d'aménager cet espace vert. Et puis, c'est là que l'idée du jardin thérapeutique est née. Dans les jardins thérapeutiques de Coraline, en tissant des liens avec la nature, c'est finalement le lien avec soi-même que l'on répare. Ici, les jardiniers en herbe sont des patients de psychogériatrie, souvent désorientés ou anxieux. Et les mains dans la terre, en soignant le jardin, c'est aussi leur rapport au monde qu'ils soignent. Prenons une dame qui se dit dame de la ville, hein, dame de la ville qui n'a jamais mis les mains dans la terre. Et puis qui dit au départ du projet, ah non, Coraline, moi, les mains dans la terre, c'est exclu, hein, ça ne m'intéresse pas. Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à réaliser un petit coup de pinceau sur le bac, ensuite mettre quelques feuilles dans le bac. Et par la suite, cette dame, c'est une des personnes qui m'a fait un des plus beaux retours par rapport à son développement à elle. Et elle m'a transmis que ça lui avait redonné un élan. Qu'elle avait ressenti des choses qu'elle n'avait jamais ressenties pendant ce projet-là. Alors vous avez beaucoup de feuilles.
On axe notre travail sur différents plans. On a le plan physique, sur l'autonomie, sur le maintien de la mobilité. On va favoriser aussi l'autonomie psychique. Par exemple, par rapport au jardin, on va travailler sur le concept de soi, sur la diminution de l'anxiété. Sur le plan social, on va travailler sur la création du lien et le maintien du lien dans le temps. On voit un peu des grandes oreilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma motivation profonde à continuer dans cette voie, c'est la visualisation de tous les bénéfices qu'on a dans la relation homme-nature. Tout ce que la nature peut apporter à l'homme. Rien que dans le fait de l'observer, de la contempler et puis de respecter son rythme. Et là, on peut faire le lien, justement, le lien thérapeutique entre je respecte le rythme de la nature, je respecte mon rythme. Durant toute l'activité de jardin thérapeutique, on a fait ces liens-là. Mise en pratique avec cet atelier de culture de champignons en bocaux, où après avoir soigneusement aménagé les conditions idéales à leur développement, il faudra patienter, surveiller plusieurs semaines, avant peut-être de récolter les fruits de ce que l'on a semé. Pour Coraline, depuis toute petite, les bienfaits du contact avec la terre sont une évidence, qu'il était impensable de ne pas partager dans sa vie professionnelle. Mes parents sont agriculteurs et c'est eux qui m'ont transmis cette passion de la terre et puis le savoir-faire. La question écologique, elle a tout le temps fait partie de mon quotidien. Et c'est pour ça que je suis très sensible à cette question-là et que j'ai voulu l'amener dans mon milieu professionnel et que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. On est de plus en plus nombreux, même en ville, à essayer de faire rentrer la nature dans nos vies et dans nos maisons. On s'essaye au jardinage. On plante sur nos balcons et nos bords de fenêtres. On plante, on se plante, on recommence. Restreint par l'étendue de nos peaux, freiné par celle de nos compétences. Mais gentiment, un pot après l'autre, on contribue nous aussi à aller vers une consommation et une production responsables. Et pour aider les maladroits et les débutants à se dépatouiller avec leurs envies vertes, l'association Humus prend les choses en main en offrant espace et compétences sur les hauts de Neuchâtel. On a énormément de gens qui arrivent dans l'association en nous disant « Mon petit basilic dans la cuisine, je ne suis pas capable de le faire survivre, alors j'aimerais un peu apprendre. » Et en fait, nous, on est là pour les accompagner dans le début de l'apprentissage du jardinage, de la permaculture, tout en les poussant aussi à être indépendants et à reproduire tout ce qu'ils apprennent ici, chez eux, que ce soit dans leur jardin, sur leur balcon, sur le bord d'une fenêtre. Et en général, un membre Humus est maintenant capable de faire survivre un basilic dans sa cuisine. C'est une aventure sociale aussi, depuis le début. On est quand même proche d'un quartier, donc forcément il y a des curieux, les gens sont attirés par ce lieu, donc on y fait des rencontres. On a travaillé avec les écoles, on a travaillé avec les parascolaires, avec des crèches, donc toujours aussi dans l'idée de faire découvrir comment on peut lancer sa propre aventure en permaculture et en espérant que quand ils rentrent chez eux le soir, ils en parlent à leurs parents et en espérant que quand eux-mêmes seront parents, ils en parleront à leurs propres enfants. On s'intéresse aux variétés anciennes, bien entendu issues de l'agriculture biologique toujours. On cultive des légumes, on cultive des fleurs, on cultive des fruits, on a des fruitiers sur toute la partie basse du jardin. On a quelques curiosités aussi, des aromatiques qu'on ne voit pas forcément partout. Au-delà de ça, on laisse aussi la nature un peu s'installer, c'est-à-dire qu'on découvre
on découvre au détour d'un sentier qu'une plante est venue s'installer là, et si elle n'est pas invasive, elle est la bienvenue au jardin. Une aventure comme celle-ci, ça apporte des rencontres déjà, pour commencer. Des rencontres extérieures, mais à l'intérieur également, une espèce de rencontre avec soi-même, on apprend aussi à se découvrir. On a peut-être un nouveau regard sur le monde et surtout notamment sur la société de consommation. Tu vois, franchement, ici, il y a peut-être quand même de quoi faire quelques salades. C'est quelque chose qui ressort assez souvent. On a beaucoup de membres qui nous disent « j'ai complètement changé ma façon de voir, de consommer ». Et puis au-delà de ça, ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que rien que de se promener un peu, de sentir, de toucher, c'est aussi un éveil sensoriel. C'est beaucoup de choses. C'est le genre de jardin qui est très évolutif à partir du moment où on laisse la nature aussi un peu prendre sa place. C'est ma propre curiosité qui est stimulée de savoir qu'est-ce que je vais trouver de nouveau à Humus par rapport à la semaine d'avant, qu'est-ce qui s'est passé, quelle plante a poussé, quelle plante s'est faite grignoter par un campagnol. Il y a vraiment cet aspect-là, et puis évidemment c'est assez plaisant de pouvoir se dire que je vais pouvoir rentrer chez moi avec 3 courgettes, quelques raisonnés et de la menthe fraîche pour mes mojitos. En vrai, Samuel trouve dans les plantes qu'il cultive bien plus que les ingrédients de ses cocktails. Lors de notre première rencontre, une abeille l'a piqué au pied. On l'a retrouvée au fond du jardin en train de piler des herbettes au fond d'une vieille conserve. Lavande, plantain, joubarbe et oignons. Appliquez généreusement et le tour est joué. Le pied a à peine gonflé. On peut en faire des trucs fous avec 3 ingrédients, un poil d'huile de coude et un soupçon de connaissance. Alors que le savoir en ligne est à la portée de tous, on a souvent oublié à quel point l'indispensable est resté là, sous nos pieds, sous nos yeux. Pas besoin de super pouvoirs pour faire mieux avec moins. Nos héros ordinaires sont là pour nous le rappeler. Après la recette antipique de Samuel, on s'en va mixer les couleurs du jardin pour fabriquer de la peinture 100% naturelle. Christelle est peintre en bâtiment, un peu artiste, femme et écolo. Alors, dans une Suisse qui n'a pas encore tout à fait atteint les fameux 17 objectifs, c'est pas peu dire que pour monter une entreprise qui lui ressemble, il lui a fallu du courage et de la volonté. J'en avais un petit peu marre de devoir justement utiliser des produits qu'on m'imposait et je voulais vraiment partir sur une idée un peu plus personnelle. J'avais pas d'argent de côté, j'avais pas de matériel, pas de véhicule, rien. Donc j'ai commencé avec ma petite voiture, avec mon échelle en bois que j'avais depuis 3 ans dans ma cave. Alors ma fierté aussi, c'est d'être partie vraiment de rien en fait, puis d'être arrivée où j'en suis à l'heure actuelle, aujourd'hui. En plus de cela, Christelle est partageuse et transmet volontiers ses petits secrets de fabrication. C'est tout simple. Pour faire 3 litres de peinture au céré, vous avez besoin de 100 ml d'eau, 250 g de fromage blanc céré maigre 0%, 100 g de bicarbonate de soude. Donc on commence déjà par mettre de l'eau, vous ajoutez la bicarbonate et le fromage. Après ça vous fait une espèce de pâte, comment dire, pas une pâte mais plutôt une crème légère. Alors franchement à l'application c'est vraiment agréable. Créer ces peintures au quotidien, ça m'amène déjà satisfaction, ça m'amène du plaisir à les créer. Et justement, ça m'amène je culpabilise moins à l'idée de les faire, à l'idée d'aller laver mon outillage au lavabo. Et comme elles ne dégagent aucun cauve, donc composants organiques volatiles, ça ne pollue pas non plus l'air. C'est ça qui est vraiment avantageux. Et là, la peinture est prête.
Je vois ce que je fais, je vois ce que j'applique. J'ai l'impression vraiment d'être quelqu'un de complet, enfin un peintre complet en faisant mes propres peintures et puis en les proposant aux clients. C'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Ce qui me motive tous les jours d'aller au travail, en fait, c'est tout simplement, en fait, il n'y a qu'un seul mot qui résume tout ça, c'est la passion. Je suis juste passionnée par mon métier, j'adore ça, et puis je sais pourquoi je l'ai choisi, je sais pourquoi je l'ai fait, et de tous les jours modifier, d'apporter de nouvelles choses, des nouveaux produits, et puis c'est ça vraiment, c'est juste la passion en fait qui me permet de continuer à faire ce métier en fait. Et puis d'aller de l'avant, de faire des cours en plus, de perfectionner, c'est ça, ouais, il n'y a pas d'autre mot en fait pour décrire. Il semble essentiel aujourd'hui d'aller puiser dans les recettes de nos grands-mères afin de rapatrier ce qui, comme dans celles de Samuel et Christelle, pourrait simplifier des processus de production devenus pesants pour notre environnement. Ajouter des savoirs au savoir, sans pour autant oublier les acquis. Voilà tout l'enjeu du véritable progrès. Les découvertes et les technologies innovantes viendraient alors s'ajouter à l'édifice comme des briques qu'on empilerait pour se construire un avenir solide et cohérent. Parmi les défis de cette construction, celui de l'énergie propre est un gros morceau. C'est un autre des 17 objectifs sur lequel Laure et Manuel planchent depuis un moment déjà. J'ai fait des études de chimie et puis après plus de physique. Et puis je travaille depuis 10 ans dans l'énergie solaire, dans le développement des technologies. Et puis voilà, aujourd'hui, je travaille toujours dans les énergies solaires, mais sous des angles un peu différents. Je fais du conseil aux architectes notamment qui s'intéressent à intégrer le solaire dans leurs bâtiments. Et puis à côté de ça, j'ai aussi créé avec 2 amis une association qui s'appelle Compass, dans laquelle on essaye de parler de la technologie en utilisant le moyen artistique pour faire connaître ces technologies et puis en parler d'une façon aussi un peu plus émotionnelle. Les panneaux solaires imaginés par Compass ont la particularité de se parer d'images, pour les aider tantôt à disparaître lorsqu'ils imitent des crépis ou des tuiles, tantôt à nous émerveiller lorsqu'ils s'habillent d'œuvres artistiques pour venir nous toucher, nous questionner. Il y a quelques installations qui fleurissent maintenant. La première, elle est au Laténium, qui est le musée d'archéologie à Neuchâtel, qui montre sur 20 mètres de long un panorama du village palafite qui était sous l'eau. Ça, c'est le premier projet qu'on a réalisé ici. Ensuite, il y a quelques projets chez des privés, sur une terrasse dans mon jardin, où on a mis des œuvres d'art productrices d'énergie. Et puis, il y a de plus en plus de bâtiments qui ont des toitures photovoltaïques intégrées, de la couleur des tuiles sur des bâtiments protégés. La beauté, pour moi, l'esthétique, ça fait partie des choses qui sont aussi essentielles pour pouvoir aimer, pour pouvoir avoir envie de prendre soin. C'est nécessaire. Même que je trouve qu'une cellule solaire est belle en soi, mais elle est belle différemment. Elle est belle parce que j'y vois toute la technologie, parce que j'y vois tout le travail qui a été mis dedans, la passion qui a été mise dedans. Donc ça, c'est beau. Puis en plus, c'est beau cette idée d'avoir une œuvre d'art qui offre son énergie à une ville ou à un musée. Je pense que la technologie, elle a sa place dans notre société et elle est nécessaire. Elle permet son progrès dans le sens, oui, qu'on progresse vers quelque chose de positif, mais elle n'a pas sa place à n'importe quel prix. Et c'est notre responsabilité de citoyens, c'est notre responsabilité de chercheurs, d'ingénieurs qui développent des technologies, de se poser ces questions-là aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite comme société dans 5 ans, dans 10 ans? Quel rôle on veut que les technologies aient dans cette société? Des fois, on a un peu l'impression qu'on perd le contrôle sur ces technologies. C'est nous qui décidons.
C'est d'ailleurs juste en contrebas des moulins de Bayrel, dont la toiture classée au patrimoine est couverte des tuiles photovoltaïques de Laure Emmanuel, qu'on rencontre Clémentine. Cet oasis vert et marécageux n'a pas toujours ressemblé à ça. Il a été plus riche, mais aussi beaucoup moins, car au gré des différentes corrections du Seillon, la rivière ici s'était tant abaissée qu'elle avait presque rejoint la nappe phréatique. Si cette zone des prés-maréchaux a retrouvé ses rondeurs, son côté moite et sauvage, c'est entre autres grâce à l'Association pour la sauvegarde du Seillon et de ses affluents, dont Clémentine est la présidente. Parce que pour un développement durable, il faut aussi parfois prendre le temps de regarder en arrière pour repérer et soigner les espaces qu'on aurait abîmés. Hyper beau. Trop joli, hein, avec ces lentilles d'eau. Ça fait une petite pellicule verte comme des confettis. On voit que ça s'agite en surface, c'est des petits insectes qui se déplacent sur l'eau. Moi, j'ai grandi dans la région du Val de Rue. Depuis très jeune, j'ai voulu m'engager pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, et j'ai choisi de faire une formation universitaire en biologie, puis une formation sur la protection des sols. C'est le métier que j'exerce actuellement, mais j'ai voulu m'investir aussi concrètement, localement, dans des actions pour la protection de l'environnement, et c'est comme ça que je suis arrivée à m'engager pour la protection du Seillon et de ses affluents. Voilà, donc je pense que ceux qui sont déjà passés par là, vous n'aviez jamais vu qu'il y avait un étang ici. Ah non, moi j'ignorais qu'il y avait un étang. En fait, il a été construit en même temps que la renaturation du cours d'eau pour qu'il y ait un abri pour les amphibiens. Puis normalement, nous on fait souvent des étangs pour le crapaud accoucheur, c'est le crapaud qui porte ses œufs sur le dos, le mâle. Puis là, il n'y a pas de population à proximité, mais on s'est dit que c'était l'occasion de faire un étang ici, et puis que si ça se trouve, il allait quand même venir de lui-même à un moment donné. On a un projet qui s'appelle 25 étangs pour le crapaud accoucheur, où pour les 25 ans de l'association, on a proposé de réaliser 25 étangs pour ce crapaud qui est, comme les autres amphibiens, très en danger en Suisse. C'est des organismes qui sont fragiles et puis ils sont d'autant plus fragilisés par les axes routiers, le trafic intense et puis la disparition en fait, de leur lieu de vie parce que les milieux humides disparaissent en Suisse. Et puis le crapaud accoucheur, c'est une espèce parmi d'autres qui est en danger, mais comme on a 2 populations importantes dans le Val de Rue, c'était un organisme qui est important dans la région. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial dans le canton, le jour officiel du grand ménage. Et évidemment, l'APSA participe. Suivie par la télévision locale, Clémentine partage sa passion. En fait, ils étaient déjà légion, les héros ordinaires neuchâtelois qui se baladaient régulièrement avec des sacs de poubelle. La bonne idée de Marc, plongeur de son état, et bénévole de l'association Pur Lac, a simplement été de réunir tout ce monde sur une journée, pour plus de convivialité et de visibilité. C'est ainsi que sont nés les Puts Days. Donc l'idée c'était de dire, ok, tout le monde fait des opérations de nettoyage, essayons de regrouper tout cela, si possible à une date commune, et surtout le canton de Neuchâtel, pour que ce soit mieux communiqué. Et si c'est mieux communiqué, on sensibilise aussi mieux la population par rapport à tout ça. Donc l'idée de base c'était vraiment de se dire, ok, l'union fait la force, travaillons tous ensemble, et c'était le point de départ des Puts Days. Explique-moi un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est les Puts Days et ton association on a profité pour faire un petit peu le ménage autour du Seillon, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Des fois on a envie de changer le monde en fait, de tout bouleverser, de tout transformer, mais c'est très difficile de changer beaucoup de choses en une fois ou même en plusieurs étapes. Alors que si on commence peut-être à petite échelle, près de chez nous, avec un environnement qu'on connaît, qui nous tient vraiment à cœur, eh bien c'est là qu'on peut peut-être faire changer le plus
en avançant pas à pas, en incluant d'autres acteurs locaux, que chaque personne s'engage pour son petit coin de nature à proximité de chez soi. Je pense qu'on peut faire de grands changements grâce à ça. Je me suis mis à la plongée pour la beauté des paysages sous-marins, pour le sport en lui-même, qui est un sport très calme. Au fond de l'eau, c'est juste magnifique, le silence qu'il y a. Au fil des années, j'ai vu une dégradation du milieu aquatique. C'est ce qui m'a poussé à rejoindre Pure Lac en tant que plongeur bénévole. Alors, les déchets les plus courants qu'on retrouve au fond du lac, ce sont les bouteilles en verre, des canettes de boissons diverses et variées, hein, souvent des canettes de bière. Ça aussi, ça t'est dans le lac? Regardez là, il y a des lunettes. Regardez là, il y a... Les traditionnels pneus de voiture, les vélos, les caddies, ouais, il y a de tout. Un des éléments qui pollue le plus les lacs, l'eau, c'est les mégots de cigarettes, typiquement. C'est des tonnes et des tonnes de mètres cubes qui sont pollués avec un simple mégot de cigarette. Et puis bon, il faut avouer qu'il y a plus amusant à ramasser. Il y a cette partie chasse au trésor. C'est un petit peu à celui qui ramènera l'objet le plus bizarre. Bien sûr qu'on est des grands gamins, sinon on ne le ferait plus. Derrière, ce qui est important, c'est d'agir. Ce qui me motive à continuer, ce sont notamment mes enfants. J'ai envie qu'ils puissent profiter aussi de cette planète comme nous on l'a fait, et puis pas de leur laisser une poubelle géante. On ne peut pas simplement laisser des choses aller de l'avant comme ça. D'être spectateur finalement de ce qui se passe. Non, je pense que maintenant il est temps d'agir et j'espère que d'autres personnes le feront aussi. Puis chaque milieu naturel, des fois même s'il nous semble peut-être moins beau, mérite toute notre attention et mérite une protection. Et puis il ne faut pas oublier que chaque milieu naturel héberge une quantité d'espèces qui dépendent justement des conditions locales, qui s'y installent pour une raison ou qui en partent pour une autre raison. Et puis il faut être attentif, y prendre garde, en prendre soin. Voilà, nous essayons de changer les choses, changer les points de vue et voilà, de manière positive toujours. Oh, il y en a plein. Là, il y en a une. Wow, là, sur la racine. La protection de l'environnement, c'est une conviction, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai à l'intérieur comme une conviction. Bien sûr, on ne peut pas toujours agir de manière juste pour l'environnement, mais quand on l'a en fait en tête et dans le cœur, je pense que la plupart du temps, on agit correctement et ça influence en fait tout notre quotidien et puis toutes nos activités. Ce qui fait que quand on est vraiment convaincu de ce qu'on fait, on va vouloir s'investir et dans le cadre professionnel et dans le cadre privé, et sensibiliser nos proches, et sensibiliser les personnes qu'on ne connaît pas, et dans l'idée que chaque personne après ait cette petite flamme en fait dans son cœur et puisse transmettre ses idées plus loin, élargir le cercle. Aujourd'hui, en Suisse, les dernières études révèlent que la moitié des milieux naturels et un tiers des espèces animales comme végétales sont menacées. Il y a urgence à prendre en compte que la plus petite, la moins sympathique des formes de vie s'inscrit dans un ensemble dont nous ne sommes pas vraiment capables de comprendre l'équilibre des forces pourtant nécessaires à notre propre survie sur Terre. Chaque maillon de la chaîne mérite qu'on le protège. Et pour y parvenir, la botte secrète de Jean Daniel qui court sous la pluie, c'est un peu la même que celle de Clémentine lorsqu'elle raconte les crapauds. C'est cette capacité de nous embarquer, une lumière au fond de l'œil, dans des lieux improbables à la rencontre d'espèces qu'on aurait presque pu laisser disparaître tant elles nous étaient indifférentes.
Mais la passion a quelque chose de contagieux. On s'est laissé prendre. Et on s'est, nous aussi, extasiés devant le guano, à défaut de chauve-souris. Ouais, c'est tout. Elles étaient là. Là, il y en a une toute noire, toute fraîche, noire. Alors celle-là, elle est de cette année, par exemple. D'accord. Et puis, quand il y en a des toutes grises, là, par exemple, il y en a une grise, ça, c'est de l'année passée. L'association Chiroptera Neuchâtel a pour but d'étudier et de protéger les chauves-souris de la région et du canton en particulier. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir ce qu'on a. À partir du moment où on connaît les espèces de chauves-souris, on connaît leurs effectifs, à ce moment-là, on peut se rendre compte des problèmes puis de savoir s'il y a quelque chose à faire. Et là, on s'est rendu compte que pour certaines espèces, oui, il y avait beaucoup de choses à faire parce qu'il y en a certaines qui étaient assez répandues dans les années 50-60 et qui avaient pratiquement disparu du canton de Neuchâtel. Donc, il y avait quelque chose à faire, d'autant plus que pour les espèces existantes, on pouvait aussi constater qu'elles n'allaient pas fort et puis qu'il y avait des pertes en effectifs, des destructions de colonies en particulier. Il y a plein de légendes qui courent autour des chauves-souris. On pensait que c'était des animaux maléfiques. Et puis on voyait les chauves-souris sortir des grottes. Donc on se disait, les chauves-souris, elles habitent avec le diable. On raconte des histoires comme par exemple les chauves-souris se prennent dans les cheveux. Ça a pu arriver, mais c'est simplement une chauve-souris qui s'est posée sur la tête de quelqu'un, c'est tout, par accident. Mais autrement, jamais les chauves-souris, il n'y a aucune raison qu'une chauve-souris vienne s'emmêler dans les cheveux de quelqu'un. C'est pas possible. Puis, de toute façon, moi, je risque rien. Pas hyper téméraire, on se serait presque contenté d'imaginer cette colonie qui avait vécu sur nos têtes. Mais c'était sans compter l'enthousiasme communicatif de Jean-Daniel. Parmi les activités de l'association, il y a l'aide aux particuliers squattés par des chauves-souris, le recensement, mais aussi la surveillance et le soin des lieux où elles se sentent bien. Après la maison abandonnée, on s'est donc retrouvé sous terre, à pas de loup. Enfin, plutôt de renard, mais ça on verra plus tard. Et on a découvert, dubitatif, qu'il n'y a pas que dans la réalisation des 17 objectifs que l'homme déploie des trésors d'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, ça j'aime pas trop parce que voilà, c'est des dérangements. Faut pas qu'elles soient dérangées pendant l'hiver. Sinon elles se réveillent et remontent leur température et puis elles usent leur réserve de graisse, ce qui fait qu'elles risquent de pas atteindre le printemps. Donc, dans les cavités où il y a des chauves-souris qui hibernent, c'est important de garder un maximum de calme. L'apéro clandestin est finalement un moindre mal. Une année, c'est sur un cimetière entier de carcasses de voitures abandonnées que Jean-Daniel est tombé, ici même. L'enjeu de notre visite, c'est d'évaluer la qualité de l'hébergement et de définir comment il est habité cette année. Mais alors qu'on cherchait des chauves-souris, c'est une autre paire d'yeux qui nous a trouvés. C'est génial. Il est calme. Ouais. Puis il y a l'autre à droite. Je regarde à droite. Je l'éclaire. Ouais. On voit juste les oreilles. Derrière. Magie de la rencontre. On s'est observé un moment. Puis on a repris notre quête. Pourquoi c'est important les chauves-souris? Rien qu'en Suisse, elles forment le tiers des mammifères sauvages. On a une trentaine d'espèces de chauves-souris en Suisse. Et puis, c'est les seuls mammifères qui se nourrissent d'insectes volants la nuit. Donc, en fait, les chauves-souris, elles remplacent les hirondelles, les martinets pendant la nuit. Et puis, elles engloutissent des quantités d'insectes invraisemblables, en particulier des insectes qui peuvent être nuisibles pour l'agriculture, toutes sortes de petits papillons, dont les chenilles peuvent être des ravageurs dans les jardins, en agriculture, etc.
Les petites pipistrelles qui pèsent 4-5 grammes, elles se nourrissent des tout petits insectes, comme par exemple les moustiques. Donc elles ont vraiment un rôle écologique très très important. Durant la saison froide, toute une faune vient ici chercher la stabilité de température qu'offre le sous-sol. 400 mètres de galerie, accessibles à pied. Mais pour une chauve-souris, une infinité plus d'espace et de fissures où se cacher. L'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Je crois que j'ai une chauve-souris. Cet après-midi, on a eu de la chance. On en a vu une. Et en toute logique, on n'a pas voulu la déranger longtemps. Si l'humain craint la chauve-souris, qui est elle-même menacée par l'homme, certains des dangers qui nous guettent dépassent les frontières interespèces. Il y en a un en particulier, central dans la réalisation des objectifs de l'ONU, qui nous fait un point commun avec les crapauds et les chauves-souris. Le changement climatique bouleverse déjà le fragile équilibre qui rend notre environnement habitable, confortable. Pour beaucoup, la prise de conscience a eu lieu, violente, pressante. Comme ce fut le cas pour Anna, jeune chaudefonnière, ici sous sa pancarte aux côtés de sa maman. Ces dernières années, la vague verte a déferlé sur la Suisse, dans la rue comme en politique, rassemblant sous les mêmes slogans les enfants comme les grands-parents. Mais pour Anna, ce n'était que le début. Je me suis rendu compte que c'était en fait actuellement une urgence, une cause pour laquelle il faudrait vraiment se mobiliser entièrement. On n'a pas fait que se mobiliser dans la rue. On a un groupe de travail qui s'appelle Revendication. Et en fait, dans ce groupe de travail, on écrit déjà des communiqués de presse, ce genre de trucs un peu formels, mais surtout on utilise un outil hyper précieux, je trouve, dans le canton de Neuchâtel, qui est propre au canton de Neuchâtel, qu'on trouve dans très peu d'autres cantons, qui est en fait la motion populaire. Ah, ça c'était des restes de motion, et du coup on n'avait plus besoin de récolter des signatures. Par exemple, motion populaire, agissez pour des investissements durables et transparents. De nouveau, savoir comment investissent les institutions dans notre canton, investir pourquoi, et du coup, du moment qu'on sait dans quoi ils investissent, avoir notre mot à dire en fait. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait moyen de changer le cours des choses, qu'on n'était pas totalement impuissant et que surtout, il n'y avait pas forcément besoin d'être un adulte cinquantenaire de la classe moyenne supérieure ou supérieure pour faire quelque chose. D'ailleurs, pas besoin d'être fin analyste pour avancer que c'est en grande partie parce que les enfants et les jeunes sont descendus dans la rue que les adultes cinquantenaires de la classe moyenne ont fini par revoir leurs intentions de vote. Pour citer Nicolas, qu'on avait rencontré dans la ferme de ses parents, pas besoin de beaucoup si on est beaucoup. La preuve qu'en travaillant chacun à notre échelle, on peut déjà faire bouger les choses. Décidément, dans ce film, les mêmes concepts s'appliquent à presque tout. Anna aussi l'a bien compris. Alors, pour changer le monde, elle a commencé par sa famille. En fait, je me suis rendu compte que si, au niveau théorique, mes parents et moi, on était sur la même longueur d'onde, dans les faits, je pense qu'on n'était pas tout à fait au même stade de ressenti de l'urgence. Au début, j'étais plus dans la confrontation. Après, ça s'est fait plus par des propositions et des projets communs. On a un peu construit finalement ensemble notre nouvelle façon de vivre le quotidien. Vous voulez autre chose, les filles Moi, je prends ma coloc, mais... Tu veux des comme ça pour ta coloc? T'as fini, toi, papa? Moi, j'ai fini, alors vas-y. Okay. On a aussi créé de nouvelles habitudes. On a renforcé encore plus notre tradition d'aller au marché tous ensemble. Maintenant, on sait pourquoi on y va au-delà du lien social. C'est un moment, en fait, aussi citoyen. On choisit d'aller au marché et pas à la Migros. On se disait, elle est trop drôle celle-là, qui fait un peu comme des feuilles d'acanthe en violet, on dirait presque un peu des algues. Ouais, c'est trop drôle. C'est quoi C'est un pénicillium.
Les noms barbares, des plantes. Au début, j'étais vraiment en colère et en détresse. J'étais en colère en fait un peu contre tous les adultes qui faisaient pas le nécessaire. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était malsain. Enfin, c'était pas malsain. Je pense que à ce moment-là, j'étais en colère et il fallait que j'exprime cette colère, mais qu'en fait cette colère, elle n'avait rien de productif. Au contraire, qu'elle détruisait les liens et que en fait elle nous éloignait les uns des autres et que en fait c'était pas en reprochant aux gens leur faiblesse qui est tout à fait humaine qu'on allait pouvoir s'en sortir ensemble. Au fond de nous, on est un peu tous faillibles et c'est en renouant qu'on arrive à réveiller les belles choses chez chacun. Resserrer les liens entre nous pour être plus solides ensemble. Après, être beaucoup à faire un petit peu, c'est bien, c'est nécessaire. Mais si ceux qui pèsent beaucoup en faisaient un peu plus, on serait quand même plus vite sortis de l'auberge, non ? La responsabilité individuelle, elle a des limites dans le temps. Se faire culpabiliser parmi nous, ça va justement pas nous faire avancer. Il faut qu'on se rassemble, qu'on discute ensemble de ce qu'on a envie de changer, de comment on va le faire. Et du coup aussi se tourner vers ceux qui sont bien plus responsables des énormes cataclysmes qui se passent à l'heure actuelle. Et qu'ensemble, on unisse nos voix pour les appeler et pour les faire trembler vraiment. Parce qu'on a une énorme force, mais il faut juste qu'on arrête de se bouffer entre nous parce qu'en fait, on en est un peu tous au même stade et on veut juste la même chose au fond. Sur ces bons conseils, on est redescendu de la montagne et on a retrouvé l'été. Pas dans la journée, hein. Le haut est pas si éloigné du bas. Arrêter de se bouffer parmi, on disait. Faire une place à chacun pour avancer tous ensemble. Hey Marie-Jo, hello. Voilà la bête. Au mal au dos, ben voilà, tu t'installes. Tu peux m'installer? Ouais, c'est bon. Enlève ton sac et puis fais une petite balade. Dans une société en bonne santé, tous les membres du plus jeune au plus âgé doivent être pris en compte. Alors, pour que nos aînés restent avec nous dans la course, Valentine s'est mise à pédaler. Elle milite ainsi pour le droit au vent dans les cheveux avec l'association À vélo sans âge. Et nous rappelle que le bien-être, qui fait lui aussi partie des 17 objectifs, tient parfois à peu de choses. Le but de l'association, c'est ce droit au vent dans les cheveux, le droit de sortir, le droit de sortir de son EMS, d'aller un peu plus loin, d'avoir de la vitesse, d'aller boire un café avec la personne avec qui on a fait le tour en vélo. C'est surtout social et de se rencontrer, quoi. Mais alors, il semble que les cormorans font qu'il y a moins de grèbe, hein. Il y en a tellement. Ça faisait des flap, 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 mais ça ne s'arrêtait pas. Oui. Oui, on aura peut-être un étui indien. Oui. Espérons. Oui. Et puis ici, il y avait énormément de cygnes. J'ai des photos extraordinaires. Il y a plus de cygnes que le baigneur. Ah d'accord, c'est rigolo alors. Alors une rencontre type se passe, d'habitude, la personne se rend à la station de vélo ou bien je viens chercher cette personne à l'endroit où on a décidé de se donner rendez-vous et puis après on fait d'habitude une demi-heure, on atteint un endroit où il y a un petit restaurant, une petite guinguette au bord de l'eau et puis on se boit un café et puis après on rentre. Des fois, on peut un petit peu prolonger. Des fois, on fait 2 heures, voire 2 heures et demie. Donc voilà, on passe l'après-midi ensemble en prenant son temps, en étant bien ensemble et en profitant.
profitant du paysage, en profitant du café, en profitant de se raconter un tas d'histoires. Des fois, ils ont froid. Je me souviens qu'on avait rencontré des Coréens. Ah oui, qui nous avaient dit que c'était comme les tuk-tuk. Le bénéfice me semble évident à voir les sourires des personnes. Elles sont très contentes de nouveau aller dans des endroits où elles n'allaient pas, de sentir cette vitesse qu'elles n'ont jamais. Si par exemple elles font du fauteuil à roulettes toute la journée, ben, tout d'un coup ça va beaucoup plus vite. Je pense vraiment que la vitesse est quelque chose de sympathique finalement, qu'on n'a plus du tout. Quand on est vieux, où on a l'impression, comme disait Brel, d'aller du lit au lit, hein, et puis du lit au fauteuil, quoi. Donc c'est vraiment sympa de faire ça. Je pense que ce serait une très bonne idée de prescrire un tour en vélo par mois. Ce serait une très bonne idée, oui. Heureuse coïncidence, une autre belle histoire d'amitié s'écrit à 2 pas d'ici. Calliope et Goitom se sont rencontrés grâce à l'association Be Home, qui constitue des binômes composés d'une personne d'ici et d'une personne d'ailleurs pour favoriser l'intégration des réfugiés à Neuchâtel, afin que chaque Neuchâtelois, d'ici ou de là-bas, ait les mêmes chances de réussite. En fait, ces binômes, le but c'est que ce soit un peu comme un ami. Ils se voient, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils peuvent boire un verre, faire une activité, faire ce qu'ils ont envie. Puis à travers ça, bien sûr que ça va améliorer leur français parce qu'ils vont discuter, ils vont se familiariser aussi avec nos coutumes, on va dire, culturelles. Ça apporte beaucoup de choses déjà. La première chose, c'est de faire connaissance avec un binôme ou un binôme. Lui, il te fait connaissance avec ses amis, puis ça continue comme ça. Par exemple, grâce à mon binôme, moi, j'ai toujours joué du volley. Puis son ami, il avait une équipe de volley loisirs, et puis il m'a donné son numéro. Grâce à Khalid, tu connais plusieurs personnes aussi. Avoir un binôme et puis rencontrer des réfugiés comme Goitom, ça m'apporte beaucoup de choses. Déjà, ça me sensibilise en fait à d'autres parcours de vie parce qu'on a quand même pas la même vie en Suisse. Et eux, ils traversent des choses qui sont vraiment pas faciles, ils traversent des choses qu'on peut pas imaginer. Et moi, ça m'a permis de connaître beaucoup plus sur ça. En fait, moi, je connaissais pas trop. J'étais pas hyper au clair sur ce qui peut se passer ailleurs. Où on entend des choses, mais on sait jamais vraiment ce que ça représente concrètement. Et lui, il m'a raconté toute son histoire et il y a des choses que j'arrive même pas à imaginer. Enfin, c'est assez incroyable. Je suis né en Érythrée. Moi, si je quitte mon pays, c'est pas simplement pour une simple raison. C'est parce que je peux plus vivre en notre pays. Et le service militaire qui s'arrête jamais. Et puis, tu restes toujours un soldat, tu restes toujours à l'armée. En fait, en gros, c'était un esclave de la dictature, quoi. Donc ça, je n'ai pas voulu, donc j'ai dû quitter mon pays. Après, j'étais en Éthiopie. Depuis je suis allé au Soudan du Sud. Je travaillais là une année, après ça a commencé la guerre civile. J'ai dû reprendre le voyage envers l'Europe. Donc j'ai traversé la désert de la mer par le Libye, comme tous les Érythréens qui sont passés par là. Puis je suis arrivé en Suisse en 2014. Et ça, c'est l'histoire en résumé. Au cours de cette balade, on a déjà rencontré toutes sortes de héros. Et loin, bien loin de nous, l'idée de vouloir les hiérarchiser. À ce stade, nous, on s'est juste dit. Et si on essayait de voir nos réfugiés comme les héros qu'ils sont aussi? Et de nous en inspirer? Parce que leur force et leur détermination permettent de soulever des montagnes, de traverser les déserts. Comme Goitom, qui a eu le courage de ses idées, et celui d'espérer mieux, quitte à tout plaquer. Calliope et Goitom ne sont plus un binôme Be Home. Plus besoin de cadre à leur amitié. Goitom, qui a aujourd'hui un travail et un bon niveau de français, s'est écarté pour laisser la place au suivant. C'était en plus un peu le but de l'association à la base, que ça donne sur des liens d'amitié comme ça, mais je ne savais pas si c'était juste théorique ou si c'était possible dans la pratique. Et de l'avoir vécu, j'en suis très contente de voir qu'en fait c'est vraiment possible.
Et puis maintenant, c'est un ami. En fait, quand je le présente à mes amis, je parle pas de binôme ou de l'association, je dis juste voilà, ça c'est mon pote Goytom. Et puis c'est cool, il a rencontré pas mal de mes amis, on a fait des soirées avec plein de gens, moi j'ai rencontré plein de ses amis aussi. Par exemple, Caleb, moi je suis ami avec elle, donc on n'a pas besoin de se voir souvent comme on faisait avant, pas besoin de se voir toute la semaine. Donc à la place de moi, il peut prendre quelqu'un d'autre. Nous, on reste toujours amis, mais que quelqu'un d'autre peut avoir la chance. Et moi, je serai toujours en contact avec elle. On fera en sorte qu'on se voit souvent. Mais c'est pas vraiment du tout couper le contact. J'ai pas envie d'ailleurs. 17 objectifs pour transformer notre monde. Et dans ce film, juste une poignée des initiatives qui y contribuent déjà. Quel bonheur de se dire qu'on n'a pas pu tout vous montrer. Que les héros ordinaires sont légion à Neuchâtel et partout ailleurs. En agissant là où ils sont, ils nourrissent l'effort collectif et permettent d'entrevoir un avenir dans lequel tous, on se sentirait bien. Dans ce sens, les directives de l'ONU sont accompagnées d'un constat simple. Il faut prendre soin des hommes pour qu'ils soient en mesure de prendre soin de leur environnement. On n'aura pas l'un sans l'autre. Et cela implique de prendre soin de l'humain, sans s'arrêter à des considérations géographiques, culturelles, de classe sociale, de langue ou encore de génération. Tant que les inégalités persistent, tant que certains d'entre nous seront laissés de côté, précarisés ou doivent se battre pour simplement vivre, il n'y aura pas d'avenir durable. Heureusement, il y a vous, il y a moi, il y a nous. Il y a le potentiel que nous représentons réunis. Nous sommes tous des héros en devenir. Il faut juste décider de commencer quelque part, peu importe où et par quoi. Le champ d'action est immense, et chaque contribution nous rapproche de l'objectif. Collaborons, apprenons les uns des autres, discutons, engueulons-nous même, mais partageons. Et puis, n'ayons pas peur de rêver plus, car c'est en commençant par ça qu'on se fabriquera un futur vraiment extraordinaire.